Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Shavua Tov. Shavua Tov. Nous abordons une nouvelle paracha dans Vivre la paracha, l'émission traditionnelle au cours de laquelle nous essayons de tirer quelques enseignements autour de la section hebdomadaire de la Torah. Et donc cette semaine, c'est la paracha Miketz. Miketz, et c'est donc la suite des aventures de Yosef. On a laissé Yosef sur une note plutôt négative puisqu'il est jeté en prison. Alors on rappelle qu'en prison, il rencontre donc le maître Échanson et le maître Palutier. Voilà. Ils font chacun un rêve. Yosef l'interprète. Ses rêves se réalisent. L'interprétation plutôt se réalise. Et on termine ainsi la paracha de Vaïshev. Voilà, on termine presque comme ça, sauf que Yosef supplie le maître Échanson, celui qui va rester vivant, celui qui va être réhabilité à la cour de Pharaon. Il lui dit, écoute, ne m'oublie pas, je suis jeté en prison, je ne sais pas pour combien de temps, et j'ai besoin de ton aide. Il va bien l'oublier. Et il va l'oublier, et c'est ce qui va donc nous préoccuper, c'est-à-dire qu'au début de la paracha, Yosef est toujours en prison, il croupit en prison jusqu'à un phénomène très très surprenant. Encore un rêve. Encore un phénomène de rêve. Et qui rêve cette fois-ci? C'est Pharaon. C'est Pharaon. Donc on avait les rêves de Yosef lui-même au début de la paracha de la semaine dernière. On avait les rêves du maître Échanson et du panetier en fin de la paracha. Et là encore, à nouveau, un phénomène de rêve. Et cette fois, c'est le monarque lui-même, c'est-à-dire le Pharaon, qui va rêver. Alors il fait deux rêves. Alors quels sont ces rêves? Alors le premier rêve, et voici du fleuve montent 7 vaches belles à voir et grasses, et elles paissaient dans le marécage. Et voici 7 autres vaches montent derrière elles du fleuve, laides à voir et décharnées, et elles se sont tenues près des autres vaches sur le bord du fleuve. Elles mangèrent les vaches laides à voir et décharnées, les 7 vaches belles à voir et grasses. Pharaon se réveilla. Alors ça c'est le premier rêve. Donc il s'endormit, il s'endort à nouveau. Il rêva une seconde fois. Voici 7 épis de blé montent sur une seule tige, sains et bons, et voici 7 épis maigres et frappés par le vent d'est, poussent après eux. Les épis maigres avalèrent les 7 épis sains et pleins. Pharaon se réveilla, et voici c'était un rêve. Alors, suite à ces deux rêves, Pharaon est perplexe. Il est aussi inquiet, il ne sait pas ce qui va se passer, et surtout s'il faut accorder une importance à ses rêves. Et donc, il va essayer, à travers son entourage, à savoir ses ministres, mais aussi ses magiciens, de trouver une interprétation à ces deux rêves, et personne ne va être capable de lui en fournir une. Et c'est là qu'intervient le maître Échanson. Maître Échanson qui se souvient, à ce moment-là seulement, de Yosef. Il dit, mais Pharaon, cher monarque, je connais peut-être quelqu'un avec qui j'étais en prison. Cette personne-là a interprété un de mes rêves, il va peut-être pouvoir interpréter les vôtres. Et donc on cherche Yosef du fin fond de la prison, on l'amène à la cour du monarque, et il faut se rappeler que l'on a affaire au monarque le plus puissant du monde de l'époque, et donc en fait on passe de la prison la plus sordide à la cour la plus luxueuse et la plus fulgurante. Ouais. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Il va lui traduire ses rêves. Exactement. Yosef va parvenir à traduire, à donner une explication à ses rêves, et cette explication c'est la suivante, on la connaît bien évidemment tous. Il va y avoir en Égypte 7 années d'abondance et ensuite 7 années de famine. Et à ce moment-là, donc Pharaon va lui attribuer un titre inédit, c'est le titre de vice-roi. Autrement dit, il passe du stade de prisonnier au stade de vice-roi. Ça veut dire qu'il y a Pharaon, et là il y a Yosef, voilà, vice-roi. Juste en dessous, voilà. Mais on peut considérer que Yosef a régné réellement, que Pharaon était au-dessus, mais qu'il n'a pas exercé réellement le pouvoir, et c'est ce que nous disions la semaine dernière. Yosef va finalement, à l'âge de 30 ans, accéder au titre de roi, et il va conserver cette fonction jusqu'à sa mort, autrement dit, jusqu'à l'âge de 110 ans. Il va donc être monarque pendant 80 ans, et ça, jamais. Aucun monarque n'a régné autant de temps, donc Yosef est détenteur du record du monde. Le record du monde.
du monarque qui a eu le plus long règne. Voilà. Exactement. Alors, on va vivre donc concrètement les événements qui étaient décrits dans les rêves de Pharaon. Autrement dit, il va y avoir effectivement 7 années d'abondance au cours desquelles l'Égypte va se préparer aux événements suivants, à savoir aux années de famine. Et donc, Yosef va organiser la récolte des réserves. Il y aura énormément de réserves en Égypte. Et ensuite va survenir la famine. Donc il y a la famine, ok, les 2 rêves se sont concrétisés, et après? Alors après, la famine ne touche pas simplement l'Égypte, elle va toucher les pays alentours, et en particulier la terre d'Israël, en particulier Hebron, et donc la famille de Yaakov va subir de plein fouet cette famine. Et donc ils vont partir, les enfants de Yaakov vont donc partir en Égypte afin de prendre de quoi subsister. Alors les informations circulent, même si à l'époque il n'y avait pas les médias que nous connaissons, mais les informations circulent qui disent que de manière bizarre, l'Égypte s'est préparée à cette famine et il y a des réserves qui sont vendues à prix d'or, puisqu'en fait, aucun pays n'a fait cette démarche de prévoir la famine, et donc tout le monde est contraint, tous les pays sont contraints et les familles sont contraintes de se rendre dans cette terre d'Égypte pour se fournir en aliments, sinon c'est la faim, c'est donc la famine. Donc ils vont croiser leurs frères. Alors les 10 frères descendent en Égypte sans Benjamin, puisque Benjamin a interdiction de quitter le domicile paternel. Yaakov a trop peur de le perdre après la disparition de Yosef, et donc les 10 frères se rendent en Égypte pour acheter des grains. Donc ils vont croiser leurs frères. Alors à ce moment-là, auprès de qui ils doivent acheter des grains? C'est Yosef. Yosef supervise la vente de cette nourriture et immédiatement il reconnaît ses frères, et donc va survenir toute une série de péripéties qui font que il va leur fournir les grains, mais il va les renvoyer avec l'argent. Il va y avoir donc une série d'événements qui font que ils vont devoir revenir en fait en Égypte une seconde fois. Entre-temps, Shimon, qui est à l'origine de la vente de Yosef, va être prisonnier de Yosef, des geôles égyptiennes. Donc finalement, les frères vont être contraints de revenir en Égypte. Ça n'est pas du goût de Yaakov, puisque Yaakov au départ leur dit Yosef a disparu, Shimon est en détention en Égypte, on ne va pas risquer la vie de Benjamin. Il est hors de question que vous bougiez d'ici. Le problème, c'est que la famine se fait de plus en plus sévère, et donc ils sont contraints, les frères, de repartir en Égypte, mais ils se sont souvenus que Yosef leur a dit « Ne revenez pas, n'apparaissez pas devant moi si vous n'avez pas avec vous votre frère Benjamin. » Donc ils vont l'amener ou pas? Alors, ils vont l'amener finalement, puisque Yaakov, meurtri mais contraint par les événements de cette famine qui est si sévère, eh bien, il consent à laisser partir Benjamin, surtout parce que Yehuda se porte garant. Il lui dit « Ça n'est que de ma responsabilité, je suis le roi », puisque Yehuda, vous savez qu'il a la destinée de devenir l'ancêtre des rois. On l'a dit la semaine dernière, David Ameller, etc., etc. Donc lui, en tant que chef de ses frères, dit à Yaakov, je prends la responsabilité de la vie de Benjamin. Et donc, les 10 frères repartent en Égypte et apparaissent devant Yosef. Il y a encore une série de péripéties que je vous laisse le soin, chers téléspectateurs, de lire dans la paracha, qui fait que Yosef utilise un stratagème pour accuser Benjamin de vol. Il met la coupe dans son sac, il me semble. Tout à fait. À ce moment-là, arrivé à la frontière, il est pris en flagrant délit, comme on dit. À ce moment-là, il est ramené à la cour, il est condamné, et c'est à ce moment-là que Yehuda, qui, encore une fois, a pris la responsabilité de la vie de Benjamin, intervient et dit « Il vaut mieux que ce soit moi qui sois prisonnier et qui suis désormais esclave, plutôt que Benjamin ».
Et là, la lutte entre Yehuda et Yosef va commencer. On en parlera la semaine prochaine, puisque c'est le début de la paracha suivante, la paracha de Vaïgash. En attendant, nous avons dressé le résumé de cette paracha de Miketz qui, comme toutes les autres parachiotes, est très très riche. On va vous souhaiter une bonne journée. À demain pour de nouveaux développements autour de la parachat Miketz et des aventures de Yosef et des frères.